Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce samedi après-midi, voir ou revoir l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch et assister à sa leçon de cinéma. Donc je commencerai tout à l'heure par parler avec lui et puis il y aura 2 micros à droite et à gauche de la salle et donc il vous suffira de lever la main pour poser une question et je crois que Claude Lelouch a envie de discuter avec moi, mais il a encore plus envie de discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Vous dire aussi qu'à la fin de cette leçon de cinéma, on vous demandera pour des raisons de commodité de sortir par le haut de la salle et qu'il y aura une dédicace, une séance de signature sur la mezzanine à la librairie avec ce fort volume qui a été réalisé par nos amis Yves Lyon et Jean Ollet-Laprune. Le cinéma, c'est mieux que la vie. Les entretiens avec Claude Lelouch, les 2 auteurs et Claude Lelouch lui-même seront là pour vous le dédicacer. Et enfin vous dire que ce soir, c'est bien pour un samedi soir, parce que c'est un excellent film du samedi soir. À 19h45, il y aura la projection du film peut-être le plus célèbre de Claude Lelouch, Un homme et une femme, donc 19h45 ce soir dans cette salle Henri Langlois, avec Claude Lelouch, avec Antoine Cyr, qui est un bon ami de la Cinémathèque française et qui est historien de cinéma, et avec une comédienne qui s'appelle Souad Amidou, j'ai oublié personne, Isaac, ils sont tous les 3. Voilà, pour vous présenter à 19h45 Un homme et une femme. Qui n'a jamais vu l'aventure, c'est l'aventure. Eh, il y en a qui ne regardent pas la télé, bravo. Qui l'a jamais vu dans une salle? C'est comme si vous le voyez pour la première fois, quoi. Bon, eh bien écoutez, ça va être très amusant, bonne projection, à tout à l'heure. Nous y sommes, je crois. Claude Lelouch, mesdames et messieurs. Merci infiniment. Ça me rajeunit. Ouverture du Festival de Cannes 1972, c'était le 25e anniversaire. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, il y avait d'un côté l'intelligentsia qui a trouvé que c'était pas très intelligent, et puis il y avait le public qui a trouvé ça jubilatoire. Voilà, donc il y avait encore une fois cette contradiction qui a accompagné ma vie de cinéaste, qui fait qu'ils n'avaient pas compris le fond même de ce film, qui était ma réponse aux événements de 68. Pour ceux qui étaient nés et pour ceux qui n'étaient pas nés, en 68, il s'est passé des drôles de choses en France. Il s'est passé une confusion générale et la démagogie a pris le pouvoir sur la démocratie. On est parti dans tous les sens et cette période folle a laissé des belles traces quand même, parce qu'il y a eu des parfums de liberté qui ont réussi quand même à subsister, mais ça a engendré une confusion générale. On est passé d'un monde à l'autre et effectivement
la politique était au cœur de toute cette confusion. Qu'est-ce que c'est la politique, on dire. Dans la politique, il y a deux sortes d'individus. Il y a ceux qui veulent changer le monde, et puis ceux qui veulent changer leur vie quotidienne. Voilà. C'est les plus nombreux. Voilà. Et c'est cela qui m'intéressait. C'est-à-dire que c'est vrai que la politique est un véhicule formidable pour améliorer le quotidien. Il y a pas mal d'avantages quand on arrive à trouver le bon créneau. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait un personnage important qui était le général de Gaulle, et qui, lui, avait vraiment envie de changer le monde. Et autour de lui, il y avait pas mal de mecs qui voulaient changer leur quotidien. Voilà. Et donc, moi, j'étais au milieu de tout ça. En plus, j'ai fait partie de cette bande de fous furieux qui avons arrêté à l'époque le Festival de Cannes. Dans cette bande, il y avait Godard, Truffaut, Polanski et moi. Voilà. Et en plus, c'est moi qui ai été annoncé à Favre-Lebrel, le président du festival à l'époque, qu'il fallait arrêter le Festival de Cannes. C'est vrai qu'il fallait l'arrêter parce que tout le monde était devenu fou. Il y avait les étudiants de Marseille qui voulaient marcher sur Cannes, et ceux de Nice aussi, etc. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être pas la peine d'éviter un bain de sang pour monter les escaliers de Cannes. Voilà. Donc, alors cette époque-là était tellement folle, tellement dingue, on a entendu tout et son contraire, ça partait dans tous les sens. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais pas... J'ai envie de faire une comédie sur cette période folle, quoi. Voilà, j'avais envie qu'on rie de tout ce qu'on venait de vivre, voilà, et c'est comme ça qu'est né le scénario et l'histoire de l'aventure, c'est l'aventure. Mais encore une fois, comme je l'ai répété, moi je travaille avec un grand scénariste qui s'appelle David. J'ai fait 51 films et La Vie a été mon scénariste préféré. Je veux dire que tous les personnages de mes films, je les ai croisés. Les dialogues de mes films, je crois les avoir entendus. Enfin, je suis un reporter, j'ai essayé d'être reporter de mon temps, des années 60-70 jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, j'ai essayé de partager avec le plus grand nombre, des fois avec le plus petit nombre, mon intime conviction. Et l'intime conviction, je pense que c'est, comme je le disais la dernière fois, c'est la richesse de chacun d'entre nous. Je veux dire que c'est ce qui reste chez chacun d'entre nous, après avoir écouté tous les discours, avoir assisté à tout ce qu'on assiste. Voilà. Et cette intime conviction, elle est le résultat de notre part de rationnel et de notre part d'irrationnel. Notre part de rationnel nous dit qu'on est mortel, notre part d'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours, pour l'éternité. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'adore dans mes films mélanger le rationnel et l'irrationnel. Ce que fait l'aventure, c'est l'aventure, puisque... Et puis, moi j'avais grandi avec Les Pieds Nickelés, qui était une bande dessinée absolument incroyable. Et cette bande, bon, pour moi, c'était vraiment le cœur même de ce qui m'a fait grandir. Et j'ai jamais autant ri en lisant les Pieds Nickelés. Donc, c'est vraiment une bande de Pieds Nickelés qui, dans le monde d'aujourd'hui, ont le sens du système D. Je veux dire qu'il y a toujours ceux qui arrivent à se démerder. Voilà, donc si vous voulez, encore une fois, quand on a fait ce film, on savait très bien qu'on allait fâcher les grincheux, mais qu'on allait amuser le public. Et entre les grincheux et le public, j'ai toujours choisi le public. Voilà, enfin, mais c'est vrai qu'on a eu très peur quand j'ai proposé le film à Nino Ventura, à Chabrol, etc. Ils m'ont dit est-ce que le film sortira? Voilà. On n'est pas sûr qu'on puisse aller au bout du voyage, mais voilà, donc ça fait partie de ces merveilleux souvenirs et qui fait que je suis très très heureux de voir que l'aventure vous a encore séduit aujourd'hui. Voilà. Parce que ce qui est étonnant, Claude Lelouch, c'est que quand on revoit le film aujourd'hui, en fait, ce qui frappe le plus, c'est effectivement son audace et son culot. Et l'audace et le culot du film, ils sont un peu à tous les étages. Alors, peut-être le plus évident, ça dépend quel âge on a. Ça dépend, voilà, comment on voit l'année 1972, qui était peut-être une année, mais
une des années les plus politisées quasiment du siècle. Enfin, c'était la révolution culturelle, l'Amérique latine, l'Afrique, etc. C'était 4 ans après 68. Vous dites vous-même que vous avez été partie prenante, parce que ce festival de Cannes, vous le dites vous-même, il fallait sans doute l'arrêter, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire comme si rien ne se passait, alors qu'en fait, il n'y avait plus une goutte d'essence dans le pays, ça travaillait plus beaucoup, ça n'enseignait plus du tout, donc il se passait quelque chose. Donc vous n'avez pas forcément de regret d'avoir contribué, par exemple, à arrêter ce festival de Cannes. Mais en revanche, et vous le dites très bien, vous traitez des choses que tout le monde prenait terriblement au sérieux, ça on ne peut pas dire le contraire, par l'humour, et même par quelque chose qui, je pense, vous a été beaucoup reproché, mais ça marche toujours, puisqu'on a beaucoup ri, c'est la dérision. C'est-à-dire que vous trouvez tout ça dérisoire. Oui. Non, mais vous avez fait une très belle synthèse. À l'époque, tout était politique. Dans ces années-là, tout de suite après 68, enfin toutes les années qui ont suivi. D'ailleurs, entre l'aventure et 68, j'ai fait aussi Snick Snack Knock, qui était aussi une première réponse, puisque qui est une autre aventure, qui, disons, est un film vraiment expérimental. Oui, qui était un film expérimental, avec une caméra nouvelle qui venait de sortir, etc. C'était même pas prévu qu'on en fasse un film. Et comme on me reprochait à l'époque de m'intéresser qu'à des gens nantis, j'ai dit, bah, écoutez, je vais faire le portrait des smicards. Voilà. Donc, encore une fois, pour revenir à ce que vous disiez, tout était politique. Tout était politique, et évidemment, du moment qu'on avait un alibi politique, on avait le droit de tout faire. Voilà. Et donc, évidemment, les premiers qui se sont emparés de l'appétit, c'est les voyous. Car si on regarde tout ce qui s'est passé à l'époque, tous les coups qui se sont faits, les banques qui se sont fait attaquer, après j'ai fait la suite avec la bonne année. Je dis que du moment où vous aviez un alibi politique, on vous pardonnait presque les atrocités. Bon, donc c'était une époque folle, c'était une époque, on s'amusait bien. Le pire n'était pas encore arrivé, il n'y avait pas encore le sida, il n'y avait pas encore toutes ces choses-là. Les relations hommes-femmes étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Je veux dire que la vie était un jeu formidable. La vie a toujours été un jeu formidable, extraordinaire, génial, mais comme dans tous les jeux, il faut repérer les tricheurs. Voilà, parce que tous les emmerdes dans la vie viennent des tricheurs, que ce soit dans l'intimité ou d'une façon professionnelle. Je veux dire que les tricheurs sont les plus rigolos, les plus sympathiques, ils sont les plus photogéniques, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer tous ces tricheurs. Voilà. Comment on écrit un scénario pareil? Parce que le film exhibe sa liberté. Et il l'est vraiment. Et je vous poserai quelques questions sur le scénario, parce que je ne sais pas si on se rend compte à quel point il est audacieux. C'est-à-dire le choix entre ce qui est montré, qui a priori sont les scènes dramatiquement les plus faibles, et ce qui n'est pas montré, qui a priori auraient été les scènes les plus fortes. Un exemple, l'ambassadeur de Suisse. Alors déjà l'ambassadeur de Suisse, bon, qui est prêt à mourir en criant vive la Suisse libre, bon, on se dit, mais dans n'importe quel film, ce qu'on aurait montré, c'est son enlèvement. Là, ce qu'on montre, c'est tout à fait autre chose, qui n'a l'air de rien, et en fait, tout le film est comme ça. C'est-à-dire que tout y est inversé. En fait, c'est-à-dire que ce qu'on montre d'habitude, ce dont on fait des scènes d'action, eh bien là, ça n'y est pas. Et ce qui n'est pas scène d'action, ce qui est loufoquerie, ce qui est drôlerie, ce qui a l'air dérisoire, eh bien ça y est, et ça fait hurler de rire. Bon, moi je le dis comme ça, comme spectateur, parce que c'est un film que je connais bien, avant de le revoir ce soir dans une salle de cinéma. Je l'ai aussi beaucoup vu à la télévision, soyons honnêtes. Mais est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que quand vous avez écrit le scénario, il y avait ce genre de principe? Oui, alors, on parle toujours un peu de soi. Et c'est vrai que dans cette période-là, j'étais dans une contradiction totale. Totale, parce que d'abord je sortais de plusieurs grands succès. Et donc,
avec Un homme et une femme, Vivre pour vivre, enfin certains films qui avaient très très bien marché sur le plan mondial. Tout marché. Je suis devenu riche. Et c'était pas bon d'être riche à ce moment-là. Au moment du festival de Cannes, au moment de mai 68, et je vais vous faire rire, en plus, comme les artistes associés voulaient absolument me signer plusieurs films, ils m'avaient offert un bateau. Voilà, donc si vous voulez, j'étais vraiment le capitaliste, et donc toute la gauche me voyait d'un mauvais œil. Voilà. Et donc j'avais du mal à leur expliquer qu'on ne peut pas expliquer les miracles. Le succès m'est tombé dessus, et je me suis dit, avec ce succès, je vais pouvoir créer une maison du cinéma, essayer de faire un cinéma libre, essayer de ne pas faire de films de commande. J'ai refusé toutes les propositions américaines qu'on me proposait à l'époque. J'ai dit, je vais essayer d'aller au bout de ce sillon, qui est mon intime conviction, avec laquelle je radote beaucoup, mais j'avais envie vraiment de partager avec le public, avec le plus grand nombre, ce que je voyais. Et donc c'est vrai que, à titre personnel, j'ai toujours combattu les extrêmes et les excès. Je l'expliquais récemment, je pense qu'on marche sur un fil. La vie, c'est un fil, et il faut tenir en équilibre. Il faut tenir en équilibre, et pour tenir en équilibre, il faut que le balancier soit au bon endroit. Donc, tous les excès vous font tomber, et les extrêmes vous font tomber. Moi, quand je fais un film, je suis au milieu de mon équipe. Je ne suis pas avec le machinot ou la star. Je suis au milieu de mon équipe et j'essaye de créer une harmonie pour qu'on ait tous un sens et une responsabilité. Et donc j'ai toujours été ce qu'on appelle un homme du milieu. Mes films, c'est des films du milieu. J'ai essayé de faire des films d'auteur populaires. J'ai essayé, parce que faire un film populaire, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des recettes. Quand on fait un film d'auteur, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, on se laisse aller par, encore une fois, votre intime conviction. Par cette chose qui mélange votre intelligence et votre inconscient, c'est-à-dire le côté instinctif. Voilà. Donc, si vous voulez, au milieu de ces contradictions, j'ai combattu à l'époque, je me souviens très très bien, parce que j'ai beaucoup fréquenté, j'ai beaucoup flirté avec la nouvelle vague, mais je ne l'ai jamais épousée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et elle était, je ne pouvais pas l'éviter, elle était là. Elle était là, et puis c'est vrai qu'elle faisait des choses absolument incroyables. Ils ont montré quand même qu'on pouvait faire des films avec peu d'argent, ils ont montré qu'on pouvait casser un système qui était en place, mais en même temps, j'étais pas d'accord avec eux. Et donc, n'étant pas d'accord avec eux, j'avais pas la carte, et j'avais pas la critique avec moi, et j'avais pas toute cette gauche qui avait le pouvoir dans le cinéma. Donc, quand je fais l'aventure, c'est pour leur parler. Je veux dire, est-ce qu'ils vont comprendre les contradictions dans lesquelles nous vivons? Est-ce qu'ils vont... parce que je ne pouvais pas leur dire à une tribune, on ne peut pas dire des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec le cinéma, avec la caméra, avec les images, j'arrive à tout dire. Je pense qu'on peut tout dire à tout le monde, à condition de trouver la façon de le dire. Voilà. Et donc, derrière l'aventure, c'est l'aventure, j'ai essayé de trouver la façon de le dire. Voilà. Mais j'aurais pas pu le dire en direct, en prenant au sérieux. Et en prenant des risques quand même, parce que je me disais en revoyant le film aujourd'hui, finalement les scènes qui sont passées à la postérité, que tout le monde connaît, que tout le monde aime, qu'on imite, etc., Aldo Macione, la classe, etc., c'est peut-être les scènes les plus risquées. Parce que, par exemple, cette scène, vous allez me raconter un peu comment vous l'avez tournée, parce qu'il y a des jeunes femmes en maillot de bain au premier rang, au premier plan, qui regardent ces imbéciles en train de faire les imbéciles, et qui se foutent de leur gueule. C'est pareil, vous restez derrière elles, vous gardez la caméra loin, vous faites peu
peu de raccords, ou pas du tout même de raccords dans l'axe pour faire des gros plans ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ce plan, il est très audacieux, en fait. Il est très audacieux, pourquoi? Mais ça, vous devez le savoir mieux que personne. C'est que ça peut être génial et ça peut devenir légendaire, comme ça peut être quasiment rien. C'est-à-dire des imbéciles qui font les imbéciles, et je rigole, hein, et c'est mon curé chez les nudistes, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment sur le fil du rasoir, quand même. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi je travaille avec la vie, et c'est la vie qui m'a donné l'idée de cette scène. C'était un dimanche matin, donc normalement on ne tournait pas. Et on était à Antigua, une île de rêve, etc. Et on avait tous des petits bungalows. Donc c'était dimanche matin, et je pense qu'il était 11h du matin. Donc c'était une journée de vacances. Et puis moi, j'étais dehors sur la plage, devant mon bungalow, j'étais en train de préparer les scènes de demain, du lendemain, et je vois à un moment donné Aldo Machon qui quitte son bungalow, qui a repéré les 5 filles que vous avez vues dans le film, c'est des vraies, hein, c'est pas des figurantes, et il essaye de les draguer. Et moi, évidemment, je regarde Aldo, il y en a 5. Il faut vraiment être très fort pour en attaquer 5 d'un coup. Et Aldo, je le vois marcher devant les filles pour essayer de se faire repérer. Je suis mort de rire. Donc c'est la vie qui, à ce moment-là, m'a dit, Claude, si toi tu ris, tu peux faire rire la terre entière avec ça. Je vois Aldo passer, une fois, 2 fois, les filles ne le voient absolument pas. Oui, pourquoi voulez-vous regarder pour lui, l'italien qu'il est, parce que ça vient de très loin, cette démarche, il l'a piqué à d'autres acteurs italiens qui le faisaient formidablement. La classe, il a récupéré un truc très, 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 très italien. Et je vois Aldo passer une fois, et puis là, je cours vers lui, je dis, écoute, ne repasse pas, ne bouge pas. Je trouve les autres, ils sont dans leur bungalow. J'arrive à trouver une caméra, je place la caméra à la place de mon bungalow, et je leur dis, écoutez, soyez gentils, suivez Aldo et essayez de réveiller ces 5 filles, car elles étaient vraiment ailleurs. Elles se foutaient complètement, elles n'avaient pas du tout envie d'être draguées ou quoi que ce soit. Le seul qui me dit non, c'est Lino. Il me dit, écoute, je peux pas là, écoute, tu nous as fait faire tellement de conneries dans ce film, mais là, quand même, là, comment je vais expliquer ça à ma femme? Et je lui dis, écoute, sois gentil, tu sais ce que tu fais, tu passes pas, tu les regardes passer, simplement, et tu te fous de leur gueule, c'est déjà pas mal. Et les filles ne savent pas qu'on tourne. Vous avez vu l'emplacement? J'ai un à peu près à 50-60 mètres derrière les filles, je ne leur parle pas, je dis rien, je dis, là, pour l'instant, si vous voulez, ça s'appelle une figure libre. Dans mon cinéma, il y a les figures imposées, les figures libres. Et là, je me dis, peut-être qu'après, on ira leur demander une signature pour l'autorisation d'utiliser, peut-être qu'on fera des gros plans sur elles, mais c'est une récréation, c'est un dimanche. C'est un dimanche, c'est l'heure de la messe. Et à ce moment-là, donc je lâche toute l'équipe, ils sont habillés comme ils sont habillés sur la plage, hein. C'est pas les costumes du film. Et après, on a gardé ces costumes en raccord. Donc ça, c'était les costumes qu'ils avaient pour cette journée de vacances. Donc quand je vous dis que je travaille avec la vie, l'exemple est flagrant. C'est la vie qui me donne l'idée. Et évidemment, je lâche le paquet. Les filles n'y regardent pas. Elles se disent que on va pas... Et puis en plus, les femmes, si elles bougent, on va les emmerder. Elles ont envie d'être tranquilles. Donc, si elles veulent être tranquilles, il ne faut pas qu'elles fassent semblant de s'intéresser à eux. Parce que si on s'intéresse, bonjour, il y a contact. Et donc, je leur avais dit, écoutez, on va voir, peut-être qu'il y aura contact. Peut-être qu'elles vont rigoler, peut-être qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on joue avec elles. Mais comme elles s'en foutent complètement, c'est là que ça devient génial. Il n'y a pas un metteur en scène au monde qui aurait eu l'idée de leur dire « ça vous fait rien ». Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que là, on est dans le 4e, 5e degré. C'est-à-dire que je ne peux plus, là, je ne peux pas penser ça avec un scénariste. Vous voyez? Parce qu'avec un scénariste, on dit, bon, ben, on va établir un contact, il va se passer des histoires. Non, là, rien. Et c'est parce qu'il ne se passe rien qu'il se passe tout. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que pendant la prise, encore une fois, la mise en scène, elle vient même plus de moi, elle vient de la situation. Lino Ventura, quand il les voit partir, il dit, mais je ne peux pas ne pas être dans une scène aussi drôle. Donc il recolle avec eux et il leur fait croire que c'est lui qui a inventé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, comme je le dis, le 2e, le 3e, le 4e degré, on ne peut l'utiliser que si le 1er degré existe. Là, il y a le 1er degré. Le 1er degré, c'est ces 5 filles. S'il n'y a pas ces 5 filles sur cette plage ce matin-là, j'ai jamais d'idée. Et si moi, je ne suis pas dehors, je ne vois pas. Voilà, donc ça, c'est le résultat même de mes figures libres. Et des figures libres comme ça, il y en a dans tous mes films. Dans tous mes films, il y a à un moment donné la vie qui m'a dit, Claude, regarde. Claude, tu n'avais pas pensé à ça. Claude, si, Claude, ça. Et puis surtout, j'ai très vite compris que ceux qui reçoivent les informations sont plus importants que ceux qui les donnent. C'est pour ça que je cache énormément le scénario et les informations importantes, parce que quand on découvre une information importante en direct, l'acteur ne joue plus. Ce qui arrive à Anouk Aimée, quand elle descend du quai de la gare avec Jean-Louis Trintignant, elle ne savait pas que Trintignant l'attendait. Ou Anouk Aimée, à la fin d'un homme qui me plaît, je ne sais pas si Jean-Paul va descendre ou pas. Donc, si vous voulez, c'est ce cinéma que j'ai pratiqué, c'est du cinéma d'amateur. Ça relève du cinéma. Alors, évidemment, j'ai amélioré le système. Un cinéma d'auteur aussi. Oui, mais ça se mélange très bien. Ça se mélange très bien, puis c'est un cinéma qui ne coûte pas trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, on a eu l'élégance d'aller voir les jeunes femmes et de leur verser un cachet de figurante. Elles ont rien compris. Parce qu'elles n'ont même pas, elles n'ont pas participé au tournage, vous voyez. Ça a dû leur faire un souvenir, quand même. Alors, c'est intéressant ce que vous dites quand vous dites figure libre plutôt qu'improvisation. Vous préférez le terme de figure libre. Donc, c'est en même temps, quand on connaît vos films, on voit bien qu'il y a un double courant, c'est-à-dire qu'il y a ce goût de la figure libre, de l'improvisation, on capture la vie et on en fait quelque chose. Et en même temps, par exemple, hier soir, j'ai vu un de vos films qui est extrêmement concerté. Il y a des jours et des lunes, et il ne peut être que concerté, parce que c'est au millimètre près, des gens qui se croisent, qui se rencontrent. C'est un film choral, mais aussi sur la géographie. Enfin, il ne peut pas y avoir beaucoup de place pour l'improvisation. Mais il y en a. Alors voilà, par exemple, est-ce qu'il y en a là? Bien sûr, il y en a toujours, parce que, encore une fois, quand je fais les répétitions, quand je mets les séquences en place, moi je travaille avec un immense metteur en scène qui est la vie. Je suis obligé de le reconnaître, parce qu'à un moment donné, les acteurs, ils ont des fois des doutes. Et quand ils ont des doutes, c'est bon signe. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, la première scène Il y a des jours et des lunes avec Paul Prébois, qui raconte, c'était une scène très courte. Qui raconte tous les malheurs que la lune produit. Que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, cette scène est absolument étonnante. Parce que Paul Prébois, elle est étonnante pourquoi? Parce que Paul Prébois, on voit qui c'est, mais on ne l'a jamais entendu dire des choses aussi sérieuses. Oui, c'est bien que chez les riches. Vous voyez, enfin, c'est un partenaire formidable de Funès. Donc, au départ, j'avais prévu une scène assez courte. Et puis, il est parti dans un délire que j'ai dégusté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était un homme très cultivé. Très, très, très cultivé. Il connaissait absolument les effets de la pleine lune, sur les marées, tout ça. Et donc, si vous voulez, encore une fois, c'est une figure libre. Voilà. Il y a une figure libre aussi importante, c'est avec Lanvin et Darmon, lorsqu'ils l'arrêtent sur la route. Voilà, donc là, je me suis amusé à affronter Darmon et Lanvin qui, ce jour-là, étaient deux jeunes coqs qui n'avaient pas envie de baisser la garde. Donc, si vous voulez, dans tous mes films, il y a des figures libres. Même ceux qui sont très écrits,
Et c'est un film très écrit. Il y a des jours et des lunes, un film très écrit, où finalement, est aussi un film très écrit, mais il y a aussi des figures libres. Et les figures libres, je les souhaite. Je les souhaite parce qu'elles vont un peu plus loin et elles ont peur de rien. On le disait encore l'autre jour, regardez aujourd'hui, quel scénariste aurait pu écrire que Trump serait président des États-Unis? Vous voyez, je veux dire, c'est la vie. Mais la vie a réussi ce tour de force. La vie a écrit que l'abbé Pierre pouvait faire des pirouettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va plus vite. Moi, si demain matin j'arrive avec un scénario en disant l'abbé Pierre a une vie sexuelle, tous les producteurs, monsieur Lelouch, s'il vous plaît, c'est une légende, c'est un homme auquel on ne peut pas toucher. Vous voyez, donc oui. La logique. On fait des géographies. Voilà, la logique ne tient pas la route. Mais la vie, elle va plus loin, elle se fout de la logique. Elle se fout de tout. Et je le vérifie tous les jours. Et dans tous les domaines. Que ce soit, même dans tous les domaines, je vais faire une liste. Donc, j'ai été très sensible à ça dès le départ. J'ai très vite compris que les figures libres avaient plus de talent que moi. Et vous savez, le talent d'un metteur en scène, c'est de mettre le talent des autres en évidence. Je veux dire, moi, je suis là pour mettre mon talent en valeur, le talent des acteurs, de la musique, des auteurs, du monteur, de l'accessoiriste et de la lumière. Voilà. Donc, si vous voulez, je joue avec tout ça et mon cinéma est né de ma curiosité. Est né de ma curiosité et de l'amour que j'ai de la vie. Je vis une grande histoire d'amour avec le cinéma et la vie. Mais la vie et le cinéma, pour moi, c'est pareil, puisque la vie est très photogénique. Elle est très, très photogénique. Donc, j'ai très vite compris que ma curiosité cinématographique et ma curiosité pour le genre humain allaient faire bon ménage. Alors, il y a des coups où ça marche, il y a des coups où ça ne marche pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais encore une fois, j'ai essayé de faire un cinéma naturel, un cinéma qui ne repose pas sur du marketing, sur des prévisions de recettes, sur des acteurs bankable. Non, moi, tous les acteurs qui sont venus vers moi je suis un cinéaste amateur au départ. C'est les stars qui sont venus vers moi. Moi, au départ, je n'avais pas les moyens. La première star qui m'a dit oui, c'est Jean-Louis Trintignant. Il avait vu une fille et des fusils où il n'y avait pas de star. Il est sorti de la projection, il est venu me voir, il m'a dit écoutez, j'ai adoré ce film, si un jour vous avez un rôle pour moi, je suis client. Voilà. Et effectivement, alors, les déclarations d'amour, avec moi, ça marche vachement bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore quand on vient me faire des déclarations d'amour, et puis voilà, et à chaque fois qu'on me fait une déclaration d'amour, j'en profite. J'en profite parce que je sais que sur l'amour, on ne va pas se tromper. Voilà, je veux dire que tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer et être aimé. Qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et donc ça, je l'ai très vite compris. Et donc, toutes les stars qui sont dans mon cinéma, ce sont des stars qui sont venues vers moi. Moi, au départ, dans le cinéma d'amateur, on prend des gens qui correspondent au rôle et qui n'ont jamais fait de cinéma. Vous voyez, je veux dire, et qui pour la première fois se retrouvent devant une caméra. Mais c'est vraiment, c'est un peu là où il y a un mystère dans vos films, et surtout ceux de cette période, disons à partir d'un homme et une femme, c'est que, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est que les intrigues, presque, des fois c'est une feuille de papier à cigarette, et d'ailleurs le titre le dit bien, un homme et une femme, l'aventure c'est l'aventure, enfin, voilà, on est sur des choses qui peuvent être très minces, et après, il y a la mise en scène, ça on en a un peu parlé, mais il y a l'incarnation. C'est-à-dire que si c'était pas Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé, et vous en train de les regarder, évidemment, mais qu'est-ce que ça serait? Ces cinq-là, c'est un quintet, enfin ils ont une force d'incarnation à l'écran, c'est-à-dire que le truc le plus simple, presque le plus banal, devient quelque chose, parce que c'est Brel qui le fait, parce que c'est Denner qui le fait, parce que c'est Ventura. Quand est-ce que vous avez compris ça, que les acteurs allaient vous amener cette épaisseur de la vie, justement?
Ben, encore une fois, comme dans une histoire d'amour, quand vous rencontrez une dame, et puis d'un seul coup, vous apercevez qu'elle vous donne des choses que les autres ne vous donnent pas. Tout repose sur l'admiration. Quand Trintignant me dit « j'ai envie de tourner avec vous », évidemment, je revois tous les films de Jean-Louis. Et puis je me dis « il est pour moi ». Il est pour moi, et quand j'ai l'idée de faire un homme et une femme, évidemment, je construis le film sur lui. Anouk Aimée est venue beaucoup plus tard. Au départ, je pars sur Jean-Louis. Voilà. Et donc, à partir de cet instant, je lui fais un costume sur mesure. C'est-à-dire que j'ai vu tous ses films, je vois ce qu'il fait, je vois ce qui réussit, ce qui rate. Donc, j'essaye, à partir de cet instant, de travailler sur ce qui réussit. C'est comme un coach qui s'occuperait d'un athlète. On voit pourquoi il arrive à sauter un peu plus haut que d'habitude, ou pourquoi il court un peu plus vite que d'habitude. Donc, quand je dis que je suis plus un coach qu'un metteur en scène, je suis plus aussi un metteur en vie qu'un metteur en scène, c'est-à-dire que je regarde les acteurs et j'essaie de voir jusqu'où ils peuvent sauter. Quand je travaille avec Jean-Paul, j'ai vu tous les films de Jean-Paul, je me dis comment je peux le faire sauter un peu plus haut. Quand je suis avec Ventura, je dis qu'est-ce que je peux lui faire faire qu'il n'a pas encore fait, mais en restant dans ce qu'il sait faire. Si demain matin j'avais tourné avec De Funès, j'aurais fait faire de Funès encore plus que d'habitude, mais j'aurais fait battre un record, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'adore à un moment donné, et les acteurs adorent que je sois leur entraîneur. Dans le sport, ils adorent leurs entraîneurs, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils savent très bien que l'entraîneur a une vision. C'est un microscope qui voit nos qualités et nos défauts. Je vois les qualités des acteurs et les défauts des acteurs, je les vois, je ne suis pas idiot, et comme au montage, je peux couper les défauts, j'en profite. Voilà. Donc, si vous voulez, ce rapport devient amoureux. C'est-à-dire que quand je filme Anouk Aimée, j'ai envie de la prendre dans mes bras. J'aurais pu l'épouser 20 fois avant Pierre Barrault, vous voyez, je veux dire, il a été plus rapide que moi. Mais je veux dire que je suis amoureux de mes acteurs. Je suis amoureux de mes acteurs. Si vous parlez d'Anouk Aimée, pardon, mais il suffit par exemple de la regarder chez vous et chez Fellini, et je le dis parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent, pour s'apercevoir qu'elle a une palette de jeux, que c'est des plus grandes comédiennes du monde. Enfin, elle est extraordinaire. Je suis ravi que vous le disiez. Elle est extraordinaire de diversité et une palette d'une richesse folle. Elle est d'une classe, pas comme Aldo. Mais pardon, je vous Oui, oui. Non, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, je pense que mes yeux voient l'invisible. Je pense qu'un metteur en scène, à un moment donné, tous les metteurs en scène, et la liste est impressionnante de ceux qui m'ont impressionné, qui ont fait des chefs-d'œuvre, et on boxe tous dans des catégories très différentes. Moi, je fais du Lelouch, Fellini fait du Fellini, j'ai eu l'occasion de rencontrer Fellini, de parler avec lui, j'ai eu l'occasion de parler avec Kubrick, enfin, je fais la liste de tout. J'ai eu la chance de parler avec tous ces grands metteurs en scène, et j'ai compris pourquoi ils étaient des grands metteurs en scène. C'est parce qu'ils ont un truc que les autres n'ont pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont des obsessions qui vont faire leur style, qui vont faire qu'à un moment donné, ils vont voir des choses que les autres ne voient pas. Et on voit un peu l'invisible. Moi, ma caméra, c'est un microscope. C'est un microscope, et à un moment donné, évidemment, je vois chez Anouk Aimée des choses qu'on ne voit pas dans la vie courante. Et donc, d'un seul coup, j'ai envie de les montrer, je suis très fier. Il y a un métier que j'aurais pas pu faire, c'est agent secret. Moi, quand je découvre quelque chose, j'ai envie de le partager avec la terre entière. Ouais, il faut que ça se sache, voilà. Donc, quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le faire aimer. Tout ce que j'aime, j'ai envie de le faire aimer à mes amis. C'est drôle ce que vous dites, Claude Lelouch, parce qu'il y a quelqu'un avec parfois lequel parfois vous rompez quelques lances dans ce livre. Et même là, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser parce qu'il y a trop de Suisses pour que ça soit honnête. Donc c'est Godard, c'est Jean-Luc Godard, que vous avez bien connu, avec lequel vous avez discuté. Quand lui, il fait tout va bien et la chinoise, vous faites ça. Donc on ne peut pas dire que vous soyez d'accord, on n'arrivera pas à vous réconcilier. Le problème n'est pas là. En revanche,
Vous venez de dire exactement la même chose que lui. Godard avait la coutume de dire, un cinéaste, c'est quelqu'un qui a besoin de sa caméra pour voir. Comme un scientifique, c'est quelqu'un qui a besoin d'un microscope, fût-il infiniment perfectionné, pour voir. Vous dites exactement la même chose. Vous dites, moi, ma caméra, elle me permet de voir. Bien sûr. Comme je viens du cinéma d'amateur, quand on vient du cinéma d'amateur, on est obligé d'être son propre caméraman. On n'a pas les moyens de s'offrir un caméraman. Et très vite, j'ai compris que ce que je voyais derrière ma caméra, je ne le voyais pas à 2 mètres à côté, assis dans une chaise. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un metteur en scène est assis dans une chaise, la caméra est là. Et sur la caméra, il y a un objectif, qui peut être une longue focale. Donc un téléobjectif qui voit les choses. Le metteur en scène, quand il est assis, qu'il assiste à une scène, lui, il voit quoi? Il voit les projecteurs, la caméra, les acteurs, il voit tout. Et après, il va falloir qu'il dise c'est bien ou c'est pas bien. Moi, quand je suis derrière mes caméras, je vois que la personne que je filme. Je vois plus les projecteurs, je vois pas tout le cirque qu'il y a autour. Et donc, comme je ne vois que l'acteur, je suis plus concentré sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, à un moment donné, j'ai eu la chance de faire un stage de 3 semaines sur un film de Léo Joannon, qui s'appelait L'homme aux clés d'or avec Pierre Freinet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Non, je n'ai jamais vu. C'est un film des années 50 57, voilà. Et donc, j'ai eu la chance, parce que mon père connaissait le bistrot du studio de Billancourt, j'ai réussi à avoir un stage de 3 semaines. Et ce stage de 3 semaines m'a appris tout. J'ai su que j'allais faire ce métier, mais en même temps, j'ai vu tout ce qu'il ne fallait pas faire. Par exemple, je vous prends un exemple, parce que là, on rentre dans les détails. Donc, c'était Pierre Freinet qui jouait, et Annie Girardot faisait son premier film. Elle venait de sortir la Comédie Française, et donc je lui portais les sandwichs et le café. Et donc, à un moment donné, on faisait des plans un gros plan sur Pierre Freinet. Bon. Les caméras étaient très lourdes à l'époque, c'était des super parvos, c'était comme ça, et il fallait prendre le son. Donc on faisait le gros plan sur Pierre Freinet, et Annie Girardot était derrière la caméra pour lui donner la réplique. Et elle était magnifique. Et Pierre Freinet était magnifique, et on coupait. Puis après on faisait le plan sur Annie Girardot. Pierre Freinet était dans sa loge. Donc c'était la script qui allait jouer à la place de Pierre Freinet. C'est pas pareil, hein. La script qui pas pareil, et manque de générosité de sa part. Voilà. Et donc on faisait le plan sur Annie Girardot, et Annie Girardot, elle perdait sa spontanéité, elle avait tout donné dans la prise. Et je me suis dit, si un jour je fais du cinéma et que j'ai la chance, ben je tournerai à 2 caméras pour en filmer en même temps l'un et l'autre, parce que c'est comme dans un combat. On donne des coups, on ne peut pas les redonner une deuxième fois. Donc, si vous voulez, j'ai appris mon métier en le faisant, et en regardant les autres, et en regardant les erreurs et les choses merveilleuses que font les autres aussi. Moi, quand j'arrive et que j'ai au monde, il y a la grande illusion. La barre est haute. Vous voyez ce que je veux dire? En 1937, il y a la grande illusion et Blanche-Neige qui sortent en même temps. Bon. Donc, j'ai rien inventé. Mais je peux à un moment donné récupérer tout ce que j'ai aimé et rajouter un petit plus. Je pense que chaque metteur en scène, tous les grands metteurs en scène dont on a cité les noms, ils ont pas inventé le cinéma, mais ils ont rajouté un petit truc. En tout cas, ils ont inventé une écriture, et c'est là d'ailleurs où vos rapports avec la Nouvelle Vague sont intéressants, et votre histoire de Léo Joannon, elle est intéressante, parce que c'est typiquement le genre de type et le genre de film qui se faisait éreinter par les cahiers du cinéma. Tout à fait. Voilà. Et exactement à cause de ce que vous venez de dire, oui. C'est-à-dire ce métier dans le plus mauvais sens du terme. Mais en même temps, à l'époque, Léo Joannon ne pouvait pas le faire, parce que les caméras étaient très grosses. Aujourd'hui, elles sont petites. À l'époque, on ne pouvait pas mettre 2 caméras, et le chef éclairer Pierre Freinet avec le contre-jour nécessaire, la lumière pour enlever les rides, c'était un travail de 3 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Ni caméra légère, ni pellicule rapide. Voilà, et donc, quand les pellicules rapides sont arrivées, quand les projecteurs se sont allégés, on a pu changer. Et je pense que Léo Joannon, s'il était né un peu plus tard, aurait peut-être eu l'idée de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un art de technologie, le cinéma.
les nouvelles technologies qui sortent aujourd'hui avec le portable, moi je peux filmer n'importe quoi. Mais en tout cas, vous l'avez eu, parce que ce qui est frappant, et surtout dans peut-être le film qui finalement a eu le plus de succès, qui vous a sorti de la série d'un succès des débuts, c'est-à-dire Un homme et une femme, ce qui est frappant quand on revoit le film, c'est que c'est pas fait pareil. C'est-à-dire que effectivement, vous ne faites pas partie de la nouvelle vague. Effectivement, vous pouvez rompre des lances avec eux. Mais votre écriture de cinéaste, elle n'a absolument rien à voir avec, disons, ce qu'on a appelé le cinéma de qualité française ou le cinéma de papa. La grande scène des retrouvailles Gare Saint-Lazare, pour le cinéma français des années 50, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Non. On ne sait pas qui va descendre du train et s'ils vont se retrouver. Et les acteurs n'ont pas de marque. Non. Et la caméra les suit. Mais tout ça est invraisemblable. Et les figurants, c'est les gens qui descendaient du train. Vous voyez, donc tout est comme ça. Et c'est ce cinéma-là que j'ai eu la chance de faire. D'abord parce que j'étais pas riche. Moi, j'avais pas les moyens de m'offrir un train, de bloquer la gare Saint-Lazare et d'avoir 500 figurants. Vous voyez, j'ai pas les moyens financiers. Ma technique, la contrainte sollicite l'imagination. Toujours, toujours. Quand je fais le film en noir et en couleur, certains esthètes y ont vu des intentions intellectuelles. Non, c'est parce que j'avais pas assez d'argent pour faire le film tout en couleur. La pellicule couleur coûtait très très cher. Et en plus, au départ, je voulais faire le film uniquement en noir et blanc, parce que c'était moins cher. Bon, j'avais pas d'argent, j'ai fait ce film vraiment avec ce que j'avais. Et à l'époque, c'était l'arrivée de la télévision couleur. Et il y avait un Québécois qui achetait des films en France à condition qu'ils soient en couleur. Ils s'en foutaient. Il disait, est-ce que votre film est en couleur? Alors je lui ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis, si il est en couleur, je le prends. Je lui ai dit, écoutez, ils seront en couleur. Alors j'ai un peu menti, parce que je n'avais pas tout l'argent nécessaire, donc j'ai mis le... Alors après l'alternance de la couleur et du noir et blanc, on fait l'intelligentsia, il y a vu des choses très intelligentes. Non, c'était une question de pognon, vous voyez ce que je veux dire. Donc encore une fois, mais la contrainte sollicitant l'imagination, je peux vous raconter 1000 anecdotes comme ça. Le rallye de Monte-Carlo, j'ai pas les moyens de m'offrir le rallye de Monte-Carlo, c'est très cher. Là, dans mon dernier film, j'ai tourné au Mans, une journée, j'ai payé très cher pour aller. Bon, j'avais les moyens d'aller au Mans, mais à l'époque, donc je me suis dit, c'est beaucoup mieux qu'on engage une voiture dans le rallye de Monte-Carlo et qu'on fasse la course pour de vrai. Donc, on a fait vraiment la course pour de vrai. Alors évidemment, on n'a pas gagné parce que on tournait, on était 3 dans la voiture. Moi, j'étais derrière avec une caméra 16 mm. Il y avait Chemin et Jean-Louis, et on s'est tapé tout le rallye de Monte-Carlo. Donc, ça fait un autre cinéma. Puis j'avais une deuxième caméra qui faisait des passages de voiture. Encore une fois, la contrainte sollicite l'imagination dans mon cinéma en permanence. En permanence, et donc, c'est parce qu'on était très pauvres qu'on a fait Un homme et une femme, et qu'il a eu ce succès. Tout simplement parce qu'on était obligé d'aller à l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? À Monte-Carlo, quand Jean-Louis reçoit le télégramme, on voit, il y a le grand gala. Moi, je n'ai pas les moyens de m'offrir un truc. Donc, je vole les images. Je vole les images et après, le gala vient me remercier en me disant, vous nous avez fait de la pub. Donc, encore une fois, il faut... Ce cinéma d'amateur a toutes les vertus pour moi. Il a toutes les vertus parce que quand on est un cinéaste, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien, alors que lorsque vous êtes sur un plateau avec 10 000 figurants que vous payez, etc., d'un seul coup, on se dit comment on va arriver à amortir tout ça. Donc, de film en film, de succès en succès, quand j'étais pauvre, j'ai fait des films de pauvres. Quand j'étais riche, j'ai fait des films de riches. Mais à chaque fois, chaque film a inventé celui d'après. Et les nouvelles technologies, quand je fais La Bonne Année, à réflexe sort la BL, cette caméra portable qui ne fait pas de bruit. Vous vous rendez compte? Quelle révolution pour moi! Donc, c'est vrai que La Bonne Année est encore mieux filmée que les autres.
Parce que j'ai une caméra qui filme l'image et le son en même temps. Vous avez une caméra légère, mais qui ne fait pas un bruit de crécelle, contrairement à la Reflex, par exemple, des choses comme ça. Je dis ça avec précaution, hein, vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais donc ça veut dire que vous pouvez prendre le son synchrone. Voilà, et dans la bonne année, le son est complètement synchrone. C'est pour moi une grande révolution. Dans Un homme et une femme, aussi le son. Mais qu'est-ce que je faisais dans Un homme et une femme? Je tournais avec un caméflex, c'est une batteuse. Si vous écoutez le bruit du caméflex, et on ne peut pas enregistrer. Donc, comme je voulais quand même, parce que les films d'Anne Levac sont pratiquement tous doublés. Tous post-synchronisés, absolument. Un film comme À bout de souffle est entièrement post-synchronisé. Voilà. Et moi, je dis non, parce que si je post-synchronise, je perds la vérité. Le fait d'aller au doublage, on perd énormément de choses. Donc, sur Un homme et une femme, j'ai tourné le film avec des téléobjectifs pour que la caméra soit loin des acteurs, pour pas qu'on entende le bruit de la caméra. Donc j'avais la caméra, elle faisait du bruit, dessus on mettait des couvertures, et comme la caméra était à 50 ou 60 mètres, je pouvais prendre le son en direct. Donc Un homme et une femme est sûrement un des tout premiers films de l'époque à avoir été fait avec le son direct. Parce que, et comme je mettais la caméra très loin, je tournais avec des téléobjectifs, et ces téléobjectifs donnaient une nouvelle image aussi. Encore une fois, la contrainte. Et la bonne année, justement, j'allais vous en parler. Vous racontez ça dans le livre, ça m'a beaucoup intéressé, parce que vous dites, si j'ai pris Françoise Fabian, c'est parce que non seulement elle était très belle, mais elle était très belle, mais on voyait qu'elle était très intelligente, et qu'elle était très forte. Et tout ça la rendait effectivement très sexy. Mais vous dites, si je l'ai prise aussi, c'est parce que j'avais vu Ma nuit chez Maud. Et d'ailleurs, Françoise Fabian, parfois, est exaspérée. Je lui ai fait une rétrospective dans cette maison. Les deux films dont on lui parle le plus, c'est Ma nuit chez Maud et La bonne année. Bon, des fois, elle en a assez. C'est normal. Mais c'est vrai que son personnage de La bonne année, voilà, il existe aussi parce que vous avez vu Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer, qui peut sembler extrêmement éloigné de votre cinéma, et je pense que de ce point de vue-là, effectivement, vous êtes quelqu'un de curieux et d'ouvert. Et je vais voir les films des autres. Et je vois un film par jour, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que Françoise Fabian, j'avais besoin d'une intello qui grandit avec des intellos, qui fréquente des intellos, et elle va rencontrer d'un seul coup un mec brut de décoffrage. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vit avec des mecs qui vivent dans le 2e, 3e, 4e et 5e degré, puis d'un seul coup elle va rencontrer un mec qui vit que dans le 1er degré. Voilà. Et cette rencontre me fascinait. Me fascinait parce que on voit bien que cette femme a besoin de 1er degré. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout dans un lit. Voilà. Non mais, il faut en tenir compte. Voilà. Et donc, cette femme, d'un seul coup, on a marre des phrases toutes faites, des citations, de ces intellos, de tous ces philosophes qui se contredisent entre eux. D'un seul coup, elle a envie d'un mec qui lui dit « il fait nuit, il fait jour, j'ai envie de te prendre. » Oui, et en même temps qui est tout sauf un imbécile. Évidemment. C'est-à-dire que le Ventura de La bonne année, et lui aussi ça prouve le nombre de ses facettes, c'est pas du tout le Ventura de l'aventure, c'est l'aventure. Moi je le trouve très marrant dans l'aventure, c'est l'aventure, il n'y a pas de problème, mais dans La bonne année, il suffit qu'il allume une cigarette, et c'est de la séduction pure. Mais parce que quand on aime quelqu'un, on fait un pas chacun l'un vers l'autre. Lui fait un pas vers les intellos, et elle fait un pas vers le 1er degré. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais La bonne année, c'est parce que je reprends le personnage de Lino et je lui dis, écoute, là t'as quitté les pieds nickelés, t'en as marre. Maintenant, tu vas travailler à ton compte, t'as gardé Charlot parce que c'est le serviteur idéal, on ne peut pas avoir un yes man plus pointu, et donc je lui dis, c'est la suite. La bonne année est la suite de l'aventure, mais dans une autre dimension, il a grandi. Le personnage a grandi, enfin pour moi il a grandi, et d'un seul coup, il est épaté par la culture quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle est séduite. Et elle est séduite par le macho, elle est séduite par le 1er degré. D'un seul coup, c'est le 4e degré qui tombe amoureux du 1er degré. Et ça fait le 2e degré.
C'est pas mal, en effet. Sur les acteurs, ce qui est fascinant aussi, c'est d'abord qu'ils s'accordent entre eux. Ça, c'est quand même un mystère et un risque. Parce que, alors, on le sait, vous le racontez très bien dans le livre, Ventura et Brel sont devenus copains littéralement comme cochons. Ok. Et ça nous fait très plaisir parce qu'on les aime bien. Mais que ces deux-là puissent jouer ensemble, quand est-ce que vous le savez, ça? Comment vous l'expérimentez? C'est-à-dire, ils vont pas se faire la gueule. Ça arrive aussi que les acteurs se fassent la gueule. Ils vont pas se faire la gueule. Ils vont pas se concurrencer. Ils vont vraiment jouer ensemble. Comme Fabian et Ventura, ils ont une façon d'allumer leur cigarette. Mais comme c'est des grands comédiens, ils nous font comprendre qu'ils ont envie l'un de l'autre. Comment ça se sent et ça s'expérimente, ça? J'adore votre question. Je l'adore parce qu'elle est au cœur même de mon cinéma. Quand je fais l'aventure, le rôle de Brel devait être tenu par Trintignant. J'appelle Jean-Louis, je dis, je raconte le scénario à Jean-Louis. Jean-Louis est très gauchiste, très, très à gauche. Il dit, Claude, je ne peux pas faire ça. Politiquement, je ne peux pas faire un film pareil. Je suis désolé, mais là, je ne peux pas. Là, vraiment, non, ça ne va pas du tout dans... Mais je lui dis, mais écoute, c'est pas un film, c'est une comédie. Ah, il dit, non, mais même dans une comédie... Enfin, il a l'honnêteté de me dire que, politiquement, il ne peut pas rentrer dans un film comme ça. Donc, je me dis, il faut que je trouve un mec... le soir même, je suis chez moi, etc., j'allume la télé, puis je vois Jacques Brel qui chante. Je dis, mais c'est lui parce que lui, je suis sûr, politique, il se fout de la politique. Ça, c'est un mec qui il parle que d'amour, il parle que de choses. Et le lendemain, j'appelle Jacques Brel. Une heure après, il est dans mon bureau. Et il me dit, écoutez Claude, moi je suis d'accord. Je lui dis, je vais vous raconter le film. Il me dit, je m'en fous. Il me dit, je m'en fous complètement. Moi, un jour, j'ai envie de faire du cinéma. Donc, je vais venir vous espionner pour voir comment vous faites. Donc, je vous dis oui tout de suite. Et il me dit, je lui dis, maintenant, j'ai un problème, il faut que je vous marie avec Lino Ventura, parce que lui, il est très cartésien, il a besoin de... Et puis, je lui ai vendu Trintignant. J'avais vendu Trintignant à Lino. Et Brel me dit, écoutez, là, je pars tourner à Claude Lozout avec... oui, c'était avec Barbara à l'époque. Et il me dit, écoutez, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, si... Donc, je vois... Lino, et je lui dis, écoute, il y a Jean-Louis qui m'a dit que politiquement, il ne pouvait pas rentrer dans un film comme ça. Alors là, j'inquiète Lino, il me dit, et moi, je peux rentrer politiquement là-dedans? Je lui dis, toi, oui, t'inquiète pas. Et il me dit, alors à qui t'as pensé? Il me dit, je lui dis que je pensais à Jacques Brel. Il me dit, c'est un chanteur? Je dis, oui, c'est un chanteur. Mais tu sais, les chanteurs, ce sont de très très grands comédiens, parce que c'est pas rien d'interpréter une chanson. Et il me dit, ouais, mais c'est vrai qu'il est bien ce mec, ouais, il a eu du talent, etc. Et il me dit, t'es sûr? Je dis, écoute, tu sais ce qu'on fait? On prend ma bagnole, il tourne à Claude Lozout, on va manger des moules avec lui, on passe 5 minutes avec lui, si ça te plaît, je confirme, si ça te plaît pas, je trouverai autre chose. On prend la bagnole, on part à Claude Lozout, donc déjà, il faut y aller. Et on arrive, l'autre il est en plein tournage, et évidemment, le sourire de Brel, la façon qu'il a de vous dire bonjour, la façon qu'il a de vous prendre dans les bras et de vous mettre à l'aise fait que l'autre, il est au paradis. Vous voyez? Et avant même que je fasse un essai, je me rappelle, je vais aux toilettes à un moment donné, il y a Lino qui me dit, comme ça, hein, on te prend. Hein. Donc, vous voyez comment les choses arrivent. Voilà. Et à partir de cet instant, je pense que Brel a été aussi un élément très important dans le déconnage. Parce que Brel, à lui, il a tous les degrés. Lino Ventura, il est quand même cartésien. Il a besoin d'être convaincu de ce qu'on lui dit. Brel, non. Lui, c'est un poète. Il voltige partout. Il va partout. Et quand je dis à Brel, je lui raconte le scénario, il me dit, on va se régaler. On va se régaler. Et comme Lino, d'un seul coup, tombe en admiration, il trouve un pote. Il trouve un mec qui le fait sortir de chez lui. Lino, il rentre tous les soirs à la maison. Brel, il n'est jamais rentré à la maison le soir. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc d'un seul coup, il découvre un parfum de liberté qui le fait décoller. D'un seul coup, le Lino de l'aventure, c'est l'aventure, c'est pas le Lino qu'on connaissait. Et il y a aussi un troisième élément, c'est Charles Denner, c'est pas rien Charles Denner, qui lui est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire, il est aussi très cartésien, mais il est fou. Donc à partir de ce moment-là, il faut mélanger ces gens-là, et évidemment, j'ai des serviteurs. Alors les serviteurs, c'est Aldo et Charlot, qui sont des serviteurs de rêve, puisque ils vont toujours vers le plus fort et le plus riche. Mais en plus Denner, avec la voix qu'il a, avec l'acteur classique qu'il a, parce que Ventura, il vient d'ailleurs, Brel, on vient d'en parler, il vient d'ailleurs. Denner, là, dans le trio, c'est l'acteur classique par excellence. Lui, il est vraiment comédien. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui leur explique la politique. Hein, c'est lui qui leur donne les cours de politique et qui les rassure. Non, alors évidemment, là maintenant, encore une fois, je remercie le ciel que Trintignant m'a dit je peux pas. Brel, quand il arrive, c'est un détonateur. Denner est amoureux de Brel et admiratif. Donc à un moment donné, je sens que j'ai une machine de guerre et que je vais pouvoir faire joujou. Voilà, encore une fois, le casting, on ne dira jamais à quel point c'est important. Je veux dire que quand on a le casting, on a fait la moitié du film. Et je savais qu'avec ce casting, j'allais pouvoir voyager. Oui, d'ailleurs, dans votre système, dans votre écriture plutôt, on sent que c'est le plus important. C'est-à-dire, on va parler comment vous parlez aux acteurs. Parce que si tous les acteurs veulent tourner avec vous, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est que vous devez les traiter pas trop mal et que vous savez vous en servir. Mais effectivement, le choix est peut-être le plus important. C'est-à-dire que si on se trompe, c'est irrattrapable en fait. Oui, enfin c'est un autre film. Voilà. On part sur un autre film, on ne fait pas le film qu'on avait rêvé, mais les acteurs, il faut les traiter comme on traite ses amis, ou comme on traite les femmes de notre vie. Moi, la direction d'acteur, je ne la fais pas sur le plateau. C'est trop tard. Il y a trop d'éléments à contrôler. Moi, ma direction d'acteur, elle commence en amont. C'est-à-dire que je déjeune, je dîne, je sors, je vais au cinéma, je vais au théâtre. Avec chacun de mes acteurs, je vis avec eux. J'ai besoin de les traiter comme on traite un copain ou comme on traite la femme de sa vie. Donc, quand j'arrive sur le plateau, je les connais. Je les connais intimement. Ils m'ont raconté leurs cicatrices, leurs valises, leurs emmerdes. Et je vais me servir de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un plateau, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, tu vas là, tu prends le verre, etc. On ne dirige pas des grands comédiens. Surtout quand ils sont grands, on les dose. C'est tout à fait différent. Et moi, je sais les doser. Je les coach. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai besoin de les connaître. Je ne peux pas, demain matin, diriger quelqu'un que je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois la plupart des films qui arrivent avec des gens qui font les castings, moi, j'ai jamais eu personne qui faisait de casting. J'avais Arlette Gordon qui me donnait un coup de main, qui contrôlait la bonne humeur et la mauvaise humeur des gens que je rencontrais. Mais moi, les acteurs, je les appelle au téléphone, je les vois, je fais des essais avec eux. J'ai pas quelqu'un qui fait les essais. J'ai pas quelqu'un, un directeur de casting. Demain matin, dans les films américains, vous arrivez, les acteurs, vous ne les avez pas choisis. Le scénario, il faut le respecter à l'aile, mais c'est pas le cinéma que je sais faire. Mais il y a des gens qui ont le talent, hein, parce qu'il faut du talent pour faire ça, et un sacré talent. C'est un sacré talent que demain matin, prendre un casting que vous n'avez pas choisi, un scénario que vous n'avez pas écrit, et donc chapeau à tous ces grands metteurs en scène que moi je ne serais pas capable de faire. Moi, on m'a proposé à un moment donné Steve McQueen et Marlon Brando. Après le succès d'Un homme et une femme, je me dis putain, j'ai les deux plus grands acteurs du monde, oh là 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 là, quelle merveille! Bon, évidemment, alors je les rencontre. Bon, je tombe en amour avec Steve McQueen. C'est un cinglé fou furieux, merveilleux. Je dis, ça c'est ma cam. Brando, c'est le contraire. Et après, je tombe sur des producteurs qui me disent, voilà le scénario, sur lequel je ne peux rien faire. Il y a autant de répliques pour l'un que pour l'autre, autant de gros plans pour l'un que pour l'autre, et ça se termine aussi bien pour l'un que pour l'autre. Je dis, écoutez, moi je ne connais pas la fin de mes films, donc j'ai refusé le film. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas fait pour ce cinéma-là, je ne suis pas fait pour un cinéma de commande. Et
je salue tous ceux qui arrivent à le faire. Et j'ai de l'admiration pour tous ces grands metteurs en scène qui ont réussi à faire des films de commande. Je crois surtout que vous êtes passé pour un cinéma de format, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment le formatage, et qui fait partie du cinéma, parce que déjà les films ont une durée relativement standard. Voilà, des mots comme format, standard, tout ça, c'est pas fait pour vous. C'est clair, c'est pour ça qu'Hollywood, oui, ça aurait été sûrement très compliqué. Non, j'aurais été très malheureux. Alors, j'ai tourné un film aux États-Unis avec James Caan, qui est un autre homme et autre chance, je crois qu'il va passer, mais j'avais toutes les libertés. J'ai eu la possibilité de faire mon cinéma à ma façon, et avec ses figures imposées et ses figures libres. Mais encore une fois, je fais du cinéma comme je vis de la même façon. Je veux dire que chaque seconde invente la seconde d'après. Bon, j'ai plutôt tendance à dire oui que non, parce que le oui m'a plus récompensé que le non. Je remercierai d'ailleurs jamais assez les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Vous voyez, il y a plein d'acteurs qui ont eu peur de mon cinéma. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, j'ai besoin de gens qui ont un peu, qui sont joueurs et qui acceptent l'idée de perdre. Voilà. Et qui acceptent. Je pense que la liberté, c'est la possibilité de se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la liberté. Il y a quelque chose qui revient chez vous quand même, Claude Lelouch, constamment, je trouve, dans vos films. C'est un thème qui est là, un motif, comme on dit chez les peintres. C'est quand même la fugue, l'échappée belle. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très organisé. Vous faites aussi partie d'une génération qui a vite compris que si elle voulait faire un peu les films qu'elle voulait faire et pas d'autres, il fallait être son propre producteur, il fallait des bases, ça veut dire qu'il faut des bureaux, ça veut dire qu'il faut aller au bureau, des choses que d'autres cinéastes n'aiment pas du tout. Donc vous avez une société de production, vous avez une salle, vous avez des murs, vous avez des gens qui travaillent pour vous, et constamment, je ne parle même pas de la vie privée, qui est encore autre chose, mais ça existe aussi, et constamment dans vos films, et peut-être que le film le plus célèbre et un des plus réussis, c'est L'itinéraire d'un enfant gâté, là-dessus, il y a sans arrêt le thème du type qui largue les amarres. C'est-à-dire, oui, j'ai tout ça, il y a une femme, il y a des enfants, il y a des maisons, il y a un travail, il y a des gens qui comptent sur moi, etc. Et l'irrésistible tentation, et on franchit le pas de la tentation, de se tirer. Je pense que je vous apprends rien, mais c'est quelque chose qui chez vous revient tout le temps. Tout le temps. J'ai beaucoup joué au poker, à l'armée surtout, ça faisait chier. J'étais pas mal au poker. J'étais bien la première heure, parce que je me concentrais, puis la deuxième heure, je pensais à autre chose, donc j'étais moins bon dans la deuxième heure. Mais le poker, c'est un jeu fantastique. Et donc j'ai souvent envie de faire tapis. J'ai très envie, à un moment donné, de tout jouer. Je suis prêt à tout. Si demain matin, je suis prêt à dépenser tout ce que j'ai sur un film, si j'ai envie de faire un film. Et je suis prêt à faire tapis. Voilà. Donc, à un moment donné, dans le monde dans lequel on vit, on est cerné par des contraintes. Et quelles contraintes? Donc, comme j'ai peur de ces contraintes, avec le premier argent que j'ai gagné avec Un homme et une femme, j'en ai gagné pas mal, la première chose que j'ai fait, j'ai construit une maison du cinéma, à Paris, 15 avenue Hoche, qui existe toujours. Et j'ai dit, je me fais une base. Je vais me faire, pour le cinéaste amateur que je suis, je vais m'offrir des outils. Mes caméras, je les ai toujours achetées, je les ai jamais louées. Mes projecteurs, c'est les miens. 95% des cas, on les loue. Voilà. Ma salle de montage, les tables de montage, je les achète. Je veux dire, je ne travaille pas dans la location. D'un seul coup, tout ça m'est venu un peu de Melville. Melville avait ses studios, les studios Génère, et j'étais très pote avec Melville. On a eu des relations formidables. C'était un garçon que j'adorais. Et je me suis dit, je vais faire comme Melville. Si un jour j'ai un peu d'argent, la première chose que je fais, j'achète mes bureaux
ma salle de projection, parce que la salle de projection, c'est là que tout se passe, mes salles de montage, mes caméras, mon matériel, pour pouvoir dire merde à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous avez tout ça, vous avez une base formidable. Des acteurs, on peut toujours en trouver. On peut toujours trouver des acteurs qui vous disent oui, etc. Donc je me suis fait une sécurité comme ça. Mais à un moment donné, ces contraintes, elles pèsent des tonnes. C'est-à-dire que c'est chiant d'être producteur. Le métier de producteur, c'est chiant. J'ai même fait le métier de distributeur. Je veux dire que ce qui m'amuse, c'est le tournage. Ce qui m'amuse, c'est écrire et tourner. Le reste me fait chier. Me fait vraiment chier. Et à un moment donné, ce qui me fait chier pourrait me dégoûter de ce que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, les emmerdes, bon, la vie est une cause d'emmerdement au pays des merveilles, bien sûr, mais à un moment donné, les emmerdes peuvent être plus importantes que les merveilles. Et donc, très souvent, à un moment donné, j'en ai marre. J'en ai ras la casquette, je me dis, là, trop, c'est trop. Et donc, j'ai des parfums de liberté. Et ces parfums de liberté me donnent des idées géniales. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me barre, à chaque fois que ou en tous les cas, que j'ai envie de me barrer, et j'abandonne tout. Alors, quand je pars comme ça, si j'ai des enfants, etc., je m'arrange pour que la soupe soit là et que tout se passe bien. C'est un caprice perso, vous voyez. Mais la liberté, c'est le plus grand scénariste du monde. Il est encore plus fou que la vie. Est-ce que la liberté, c'est un cascadeur qui prend des risques absolument incroyables. Et c'est dans cette prise de risque qu'à un moment donné, on trouve des idées. Au moment de l'itinéraire, j'avais vraiment envie de me barrer. J'en avais marre, je me suis dit... en plus, j'avais le sentiment de me répéter. Je me disais, non, là maintenant, je suis un escroc. Je sais comment on peut escroquer les spectateurs. Je sais comment on peut... Ça ne me plaisait pas. Parce que mes autres films avaient été spontanés. Puis d'un seul coup, j'avais un petit malaise avec moi-même. Et puis comme je suis Scorpion et je ne me fais pas de cadeaux, je dis, allez, je me barre. J'avais envie de me barrer, je ne savais pas où. J'ai pris ma voiture et j'ai dit, je vais me barrer, je vais faire le tour du monde, je ne sais pas. Puis arrivé à Fontainebleau, j'ai Belmondo qui m'appelle. J'avais à l'époque une des premières voitures avec le téléphone dans la voiture. Ça coûtait très cher à l'époque. Et donc, il ne fallait pas que j'aille plus loin à Fontainebleau, parce qu'au-delà de 50 km, ça ne prenait plus. Donc j'arrive à Fontainebleau pour faire un plein d'essence, et Belle m'appelle. Et il me dit, qu'est-ce que tu fous? Je dis, je suis à Fontainebleau, mais qu'est-ce que tu fous? Il dit, je me barre. Je dis, te barre où? Je dis, j'en ai marre, j'en ai plein le cul, tout me fait chier, le métier, le machin, les gens, j'entends des conneries partout, j'en peux plus de lire ce qu'on écrit sur moi, ils n'ont rien compris, ils ne comprendront jamais rien. Il me dit, écoute, c'est un scénar formidable, non? Et donc je suis revenu à Paris, on s'est mis au boulot, on a fait itinéraire, et on s'est barré ensemble. Voilà. Donc encore une fois, la vie m'emmène toujours où il faut aller. C'est pour ça que j'ai envie de dire que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment ça fait très mal. Parce que quand vous partez, vous êtes au bord du suicide. Hein. Je veux dire que quand on décide de partir, on se dit j'avais envie, comme le personnage du film, de disparaître. Et en tous les cas, j'avais vraiment envie de disparaître. Ces parfums de saturation, mais à un moment donné, ça fait des belles histoires. Et cette figure de l'homme sur les routes, qui revient quand même sans arrêt dans votre cinéma, hein. Vous êtes vraiment un cinéaste des déplacements, d'ailleurs par plein de moyens possibles. C'est dans quel film que Dutronc dit ça? C'est dans Le Bon et les Méchants, donc quand il dit je connais tous les moyens de prendre la fuite, je suis capable de tout conduire. Il y a de ça, que ça soit un bateau, une locomotive, etc. Ça se retrouve aussi dans le dernier film. Cadmerat, finalement, c'est quand même un type sur les routes avec son paluchon au final. Complètement. Il y a énormément de points communs entre Itinéraire et Finalement. Dans Itinéraire, il fait croire qu'il est mort. Il se dit, comme ça, ma mort va arranger tout le monde. Et c'est vrai que très souvent, on se dit, bon, ma mort va arranger plein de choses. Vous savez, la mort de chacun d'entre nous arrange beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne dira jamais à quel point la mort est une roue de secours dans bien des cas.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, et je me suis dit comme ça, alors que si, voilà, mais dans l'itinéraire, j'étais radical. Je me suis dit, la mort, et ça va laisser à mes enfants une liberté colossale, parce que là, je les bloque, mes gosses. C'est un peu comme Jean Gabin dans Les Grandes Familles. Il bloque son fils. Vous vous rappelez de cette séquence formidable, et à un moment donné, le fils se suicide, parce qu'il n'en peut plus de la pression du père. C'est épouvantable, voilà. Et donc, je me suis dit, à l'époque d'itinéraire, mes gosses, je les empêche, je les empêche d'exister. Voilà, je suis un frein. Je suis un frein, et je me dis, je vais leur faire croire que je suis mort, et puis donc ils vont organiser. Difficile à faire, mais ça fait un beau scénario. C'est un beau scénario. Allez, chose promise, chose due, vous avez des micros et des gens pour vous les passer. Voilà, il suffit de lever la main, monsieur. Oui. Monsieur, voilà, je vous laisse faire. J'aurais une question. Ça marche? Oui. J'aurais une question par rapport aux uns et les autres. Donc, c'est mon film préféré. Dans le livre Les uns et les autres, il y a un chapitre post-générique où on retrouve Evelyn Wittes avec Charles Gérard en Thaïlande. Cette scène n'existe pas dans la série télé. Je voudrais savoir, est-ce qu'elle a été filmée? On a été tourné en Thaïlande. Oui. À l'époque, la fin du film se termine avec les camions de l'UNICEF et de la Croix-Rouge, oui. Et par un grand gala qui est au nom de l'UNICEF et de la Croix-Rouge, puisque c'est comme ça que tous les personnages se retrouvent à la fin du film. Et à l'époque, il y avait en Thaïlande, effectivement, l'UNICEF qui faisait un gros travail sur toutes ces civilisations qui bougeaient, qui crevaient de faim, qui avaient besoin de tout, qui mangeaient, qui avaient besoin de tout. Donc je suis parti, à l'époque, filmer ces déplacements de foule avec Evelyn Wittes. Et donc j'en ai fait un court-métrage qui passait normalement au début des uns et des autres. Donc c'est un court-métrage qui existe et qui passe au début des uns et des autres. Mais encore une fois, vous voyez, j'avais besoin pour ce gala final au Trocadéro d'avoir été sur place, filmé le travail de l'UNICEF et de la Croix-Rouge. C'est impressionnant ce qu'ils font. La Croix-Rouge, moi je lui dois beaucoup parce que pendant la guerre, j'étais séparé de mon père et je pouvais communiquer avec lui que par la Croix-Rouge. Vous voyez ce que j'ai vu à quel point très vite c'était des organisations qui faisaient un travail formidable. C'est pour ça que je termine les uns et les autres avec ce gala de l'UNICEF et de la Croix-Rouge. Et j'avais besoin de tous ces camions de la Croix-Rouge et de l'UNICEF à la fin, puisqu'on les voit dans le générique de fin. Mais je voulais savoir d'où ils venaient et puis je voulais être sûr que c'était des organisations qui faisaient un boulot fantastique. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, je suis là. Voilà. Oui, j'ai regardé hier soir avec grand intérêt le documentaire qui est passé sur France 5. Et donc là, au tout début, on voyait votre premier échec, Le propre de l'homme. Et ensuite, pendant 6 ans, vous avez refait des films qui n'avaient pas de succès jusqu'à Un homme et une femme, qui a connu le succès, évidemment, et puis le Palme d'Or et Oscar. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui fait que vous aviez cette détermination à poursuivre malgré tout? Est-ce que c'était une intime conviction que vous y arriveriez, quoi qu'il arrive? Encore une fois, ça fait partie de ce match qu'on a tous avec notre intelligence et notre inconscient. Toutes ces personnes qui sont dans cette salle ont une intelligence et un inconscient, ce que j'appellerais l'inné. Voilà. Et cette dualité entre, si vous voulez, mon inconscient a toujours été plus fort que mon intelligence. Mon intelligence, elle m'aurait dit abandonne. Mon intelligence, c'est un comptable. Vous voyez, c'est un comptable qui vous dit on est en faillite. Il faut arrêter, il faut déposer le bilan. Et donc, après mes 6 premiers films, le comptable, mon intelligence aurait dû me dire stop.
Mais mon inconscient me disait non. Là, mon inconscient a toujours été plus fort que mon intelligence. C'est d'ailleurs souvent ce que m'ont reproché les critiques. C'est que je faisais plus confiance à ma part d'irrationnel qu'à ma part de rationnel. Notre part d'irrationnel, c'est beaucoup plus de choses que notre intelligence. Et en plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, notre inconscient, il n'y a plus que ça qui est pour lutter contre l'intelligence artificielle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, notre inconscient, on ne se rend pas compte la force de notre inconscient. Notre inconscient, il nous dit qu'on est là depuis toujours. Notre inconscient, il croit... moi, aujourd'hui, je crois au recyclage des vies. Je ne crois pas à la mort que m'annonce mon intelligence. Mon intelligence me dit que je suis mortel. Mon inconscient me dit que moi, je suis là pour toujours. Et donc, j'ai le sentiment de faire des choses pour l'éternité. J'ai pas le sentiment de partir. J'ai 7 enfants et 8 petits-enfants. C'est moi le plus jeune, puisqu'ils ont une vie de plus que moi. Et je le vois bien, ils sont tellement plus malins que moi. Ils savent des choses, ils savent faire des choses que moi, à leur âge, je n'aurais jamais été capable de faire. Donc c'est bien la preuve, puisqu'il faut une preuve. On n'a pas de preuve pour la réincarnation. C'est comme dans toutes les religions, on n'a aucune preuve. Il faut bien faire confiance à notre part d'irrationnel. Mais à force d'observation, j'ai l'intime conviction que mon inconscient me donne de meilleurs conseils que mon intelligence. Mon intelligence, elle a peur de tout. C'est un trouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit, fais pas ci, fais pas non, machin, etc. Et mon inconscient, il me dit, non, vas-y, prends des risques. C'est un cascadeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce cascadeur, après 6 échecs, m'a dit, bon, c'est le moment. C'est bon. Et c'est vrai que quand je me lance dans un homme et une femme, je dis, je fais tapis. D'abord, comme je suis déjà en faillite, je dis que la faillite, elle soit à ce chiffre-là ou à celui-là, une faillite, c'est une faillite. Donc, quand je fais le bilan des 6 premiers films, normalement, je pourrais presque déposer le bilan. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, je me dis, autant déposer un beau bilan, quoi. Hein, autant y aller, et donc je prends tous les risques, et c'est à ce moment-là que ça rigole. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je parlais de poker tout à l'heure. Voilà, donc si vous voulez, la grande chance que j'ai, c'est que mon inconscient est plus fort que mon intelligence. Je le sais de plus en plus. Et surtout quand on se rapproche de la ligne d'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon inconscient aujourd'hui, c'est lui qui me pousse à faire encore des choses, alors qu'à l'âge que j'ai, normalement, je pourrais penser à ralentir et apprendre à aller me faire chier. Voilà. Donc, cet inconscient, il a toujours été là. Et je l'ai vérifié plusieurs fois. Parce que j'ai connu après des succès, mais des échecs. Et les échecs, je les ai payés lourd, puisque j'étais producteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas... Moi, j'ai jamais fait des films avec l'argent des autres. Aujourd'hui, la plupart des producteurs font des films avec l'argent des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le système français est formidable, il est extraordinaire. Il permet de faire des films avec l'argent des autres. C'est le plus beau pays du monde. Alors, moi, je m'en sers aussi, de cet argent. Mais j'ai jamais fait un film sans risque. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a toujours une partie, si le film coûte 10 millions d'euros, bon, j'arrive à trouver, comme tout le monde, 5. Mais les 5 autres, il faut les mettre. Et ces 5 autres, jusqu'à maintenant, je les ai mis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est mon inconscient qui me dit, non, vas-y. C'est l'enfant capricieux qu'il y a chez moi, ouais, c'est l'enfant gâté, c'est mon inconscient. Merci. Déjà, bravo pour toute votre carrière, Monsieur Lelouch, parce que au niveau de la densité d'émotions, votre filmographie est vraiment très riche. J'ai pas vu le documentaire dont on parlait à l'instant, ou lu encore le livre, mais je connais quelques anecdotes sur votre vie, et en les connaissant, je me rends compte qu'en voyant le film, il y a souvent des éléments biographiques qui ont inspiré certaines séquences. Je pense notamment au congrès des prostituées. Pour moi, ça me fait penser à une époque où vous cherchiez à commencer à gagner votre vie avec la caméra et vous faisiez des courts-métrages d'actualité, notamment un
je crois, sur la prostitution au Bois de Boulogne, qui à l'époque est parti à la poubelle, si ces infos sont exactes. Voilà. Parmi les anecdotes auxquelles je pense, il y a, on sait que vous avez connu jeune Mikhail Kalatozov, et que, en fait, c'est Oui, Kalatozov. Voilà. Et en fait, c'est les circonstances qui vous ont conduit à le rencontrer, qui est pour moi aussi une épopée incroyable, parce que je crois que c'est parti d'une offre d'une chaîne canadienne de télévision qui offrait une prime, qui vous a motivé à partir en URSS. Et comment vous avez réussi à partir en URSS, j'aimerais bien que vous racontiez, parce que vraiment c'est incroyable. Non, écoutez, c'est vrai que Kalatozov a été le metteur en scène qui a fabriqué mon cinéma. Je veux dire que j'ai été très influencé par Clouseau, d'autres, enfin la liste est très, très influencée. Mais celui qui a vraiment marqué mon cinéma, c'est Kalatozov. À l'époque, j'ai 20 ans, c'est en 1957. Et donc, je pars faire un reportage à Moscou. Et il y avait à l'époque que les communistes qui pouvaient rentrer à Moscou. Donc je m'inscris au parti et pour avoir la possibilité de partir sur ce voyage organisé. Et j'ai emmené avec moi une caméra. Je m'étais entraîné à Paris à filmer avec ma caméra cachée sous un imperméable parce que comme j'avais pas le droit de filmer, une télévision canadienne avait offert une prime importante à celui qui ramènerait les premières images de Lénine et Staline côte à côte dans le mausolée, sur la place rouge. Et je m'étais dit, bon, je vais essayer de filmer Staline et très compliqué parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. Et donc, à l'époque, venait de sortir une pellicule très rapide. Donc, le mausolée était très très peu éclairé et la caméra faisait du bruit. Donc j'avais dit à mes copains communistes, on était très potes, et je leur avais dit, écoutez, quand je vais filmer, comme la caméra fait du bruit, toussez. Donc j'étais avec une quinzaine de mecs, ils ont eu une canne de taux qui a couvert le bruit de la caméra. Bon. Alors ça, c'est pas une anecdote, et c'est vrai que ça m'a permis de gagner mon premier argent. Et c'est avec ça que j'ai en partie créé les films 13. Mais l'anecdote la plus importante, c'est qu'à Moscou, j'ai tourné donc dans les rues. C'était assez facile parce que on ne voyait pas la caméra. Et puis à un moment donné, mon chauffeur de taxi, j'avais un chauffeur de taxi quand même qui me trimballait, que je lui avais donné pas mal de choses, ma montre, le truc, parce qu'à l'époque, quand un Français arrivait à Moscou, on se jetait sur ses chaussures. C'est des choses folles aujourd'hui, mais le rideau de fer, c'était pas rien. Et donc ce chauffeur de taxi, très gentil, me dit, écoutez, moi j'ai un pote Machino, hein, il ne connaît pas Kalatozov, qui travaille au studio Mosfilm. Est-ce que ça vous amuse qu'on aille passer une journée sur les... Et je lui ai dit, oui, ça m'intéresserait de voir un petit peu comment les Russes travaillent. Et ce jour-là, encore une fois, le hasard, le bon Dieu, mettait tout dans la balance. Kalatozov, Mikhail Kalatozov, tourne Quand passent les cigognes. Et il tourne une scène fondamentale dans le film. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Il y a un grand escalier qui est entièrement construit en studio. Et il y a une caméra sur une vis sans fin qui monte à l'intérieur de l'escalier pour accompagner l'acteur qui monte les étages. Et je suis fasciné. Kalatozov, curieusement, parle quelques mots de français, enfin quelques mots. Enfin, bonjour, comment ça va, hein. Et on lui dit, il y a un Français là qui est sur le plateau, bonjour. En plus, moi j'avais 20 ans à l'époque, mais je faisais très jeune, j'avais l'air d'avoir 14 ans. Il me dit bonjour très gentiment, et je lui dis, écoutez, c'est impressionnant, est-ce que je peux filmer le plan ça s'appelle un making of, vous voyez, je veux dire. Et il me dit très gentiment, oui. Et donc j'ai filmé ce plan. Je monte en haut de l'escalier, qui était un décor, et je vois la caméra et l'acteur qui monte, et la caméra qui le suit, et là je me dis, qui est l'acteur principal? Qui est l'acteur? La caméra ou l'acteur? Et ce jour-là, je prends conscience que
La caméra est l'acteur principal, puisque d'abord elle a tourné dans tous les films, elle est dans tous les plans, c'est un acteur invisible, et je me dis, il faut que j'apprenne à me servir de cette caméra comme personne. Et quand je saurai me servir de cette caméra, je pourrai faire un autre cinéma grâce à cette caméra qui est l'acteur principal de tous les films. Et c'est ce jour-là, en voyant Mikhail Kalatozov tourner, en plus, il me prend en sympathie, et après il va à la salle de montage, et il me montre le film. Je pleure. Et je me dis, voilà le métier que je veux faire. Donc je dois tout à Kalatozov, parce que, bon, il est probable que j'aurais fait de la mise en scène, mais pas de la même façon, et peut-être pas aussi vite et aussi rapidement. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'ai dit, voilà le métier que je veux faire. Voilà le métier que je veux faire, parce que là, on peut s'éclater. Là, on peut s'éclater, là, on peut faire ce qu'on veut, avec des acteurs, avec des caméras, avec des projecteurs. Et ce jour-là, donc, Kalatozov est pour moi, c'est le plus grand cinéaste du monde. Et en plus, son film, Quand passent les cigognes, c'est le film où la caméra fait un travail colossal. Je veux dire, comme Dieu sait si Wells a su se servir d'une caméra, mais pas comme Kalatozov. Kalatozov fait des mouvements de caméra dans ce film absolument étourdissants. Et donc après, en rentrant à Paris, j'ai 20 ans, je ne connais pas le Festival de Cannes, je ne connais pas le président qui s'appelait Favolové, je l'appelle naïvement, encore une fois, aux Innocents des Mains Pleines. Je dis, écoutez, je rentre de Moscou, j'ai vu le plus beau film du monde, il faut le prendre à Cannes. Et il l'a pris. Et il a eu la Palme d'Or. Voilà, je ne m'étais pas trompé. Moi, c'était juste une remarque sur Lino Ventura. Je suis là. Bon, bonsoir. Et bravo. Et surtout, je voulais vous féliciter par rapport à ce que vous donnez comme intimité à Lino Ventura. C'est-à-dire que dans tous les films dans lesquels il joue, pour vous, il est d'un naturel qu'on ne connaît pas avec un autre réalisateur. Et je crois que c'est fondamental, enfin vraiment. Et pour la première fois, on le voit sourire à pleines dents. Et c'est quelque chose qui est très troublant et très touchant parce qu'il a une gentillesse en lui, quelque chose de très, très, très profondément émouvant. Donc je voulais féliciter ça parce que c'est quelqu'un qui est un acteur extraordinaire. Et vous mettez vous dites que vous parliez de cette caméra qui tourne et vous la faites tourner autour d'eux comme ça dans ces lieux qui sont quand même assez gigantesques comme ça, et on a quand même, on cible une intimité, on rentre dans une intimité dans ce film qui est incroyable, on les touche, quoi. C'est très tactile. Et ces 5 hommes, en fait, sont jamais vulgaires, jamais, et ils ont beaucoup de féminité en eux. Donc voilà, donc c'est très moderne. Et je voulais vous dire que vous aviez la tonalité de la voix de Scorsese et que ce film me fait penser à un film de Scorsese. Donc bravo à votre immense talent de rester français tout en étant profondément américain dans la manière de filmer et dans cette... c'est très majestueux de voir des acteurs être si naturels et un peu loin aussi parfois des France, d'un cinéma français qu'on pourrait critiquer. Je vous remercie, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. J'ai bien fait de venir. Et moi aussi. Gabin un jour dit à Becker, j'ai trouvé un mec formidable qui s'appelle Lino Ventura. Et il lui avait dit, c'est la force tranquille. Un truc qu'a repris après Mitterrand. Et c'est vrai qu'il symbolisait la force tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette force tranquille, c'est-à-dire que quand Lino dit un truc, on n'a pas envie de le contredire. Et il y a des gens comme ça qui disent, non, on ne va pas le contredire. Voilà. Et on pouvait lui faire dire n'importe quoi, parce que s'il dit quelque chose, c'est qu'il en est convaincu. Parce qu'il est très cartésien dans la vie. Il ne disait pas n'importe quoi. Il avait besoin d'être assuré, surtout. Et voilà. Non, mais c'est vrai que, encore une fois, ce qu'il faut, c'est, quand on a bien cerné la personnalité d'un acteur, savoir comment on va l'aimer un peu plus que d'habitude. Allez, encore une question.
Monsieur. Non, madame. Pardon. Bonjour. J'avais juste une question. Oui, vous disiez précédemment que c'était surtout la vie qui vous avait inspiré des films. Et je voulais savoir justement qu'est-ce qui vous avait inspiré le film Un homme et une femme, qui est un grand succès. Donc il y a pas mal de raisons, j'imagine. Et donc ça m'intéressait de savoir. Alors écoutez, c'est beaucoup de choses qui inspirent un film comme ça. Je venais de faire un film qui s'appelait Les Grands Moments, et qui n'avait pas l'air de plaire du tout. J'étais catastrophé, c'était mon 6e film. Et je me suis dit, bon, pour revenir à la question de madame, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Quoi. Vous voyez, donc j'étais désespéré. Et une fois de plus, quand je vais pas bien, je prends ma voiture. Je prends ma voiture et je me barre. Là, je ne me suis pas barré loin. C'était le soir, après une projection au CNC à Paris. J'étais complètement cassé. Je me suis dit, putain, je viens de faire un 6e film, et puis ça y est, ça boite encore, ça marche. Je n'ai pas trouvé la solution. Non, j'avais vraiment envie de rien, et j'étais désespéré. Donc je prends ma voiture, je roule, je prends l'autoroute de l'Ouest à l'époque, qui n'était pas très... C'était une petite autoroute qui allait jusqu'à Mantes, mais après j'ai continué, je suis arrivé à Deauville, voilà, et puis mort de fatigue, je me suis endormi dans ma voiture à Deauville, presque sur la plage, et j'ai été réveillé par le soleil. C'est un drôle de truc, le soleil. On ne dira pas à quel point chaque lever de soleil est plein d'espérance. Et le soleil m'a réveillé, il était 6 heures du matin, et sur la plage à marée basse, quand les marées sont basses, elles sont très vastes là-bas, il y avait une femme qui marchait avec un chien et un enfant. Et il gambadait. Et le chien avait l'air heureux, l'enfant aussi, et la femme regardait ce chien et cet enfant et tout ça de très très loin. Je n'ai jamais vu le visage de cette femme. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout à 6 heures du matin avec un enfant sur cette plage elle a besoin de déguster cet enfant un peu plus que d'habitude, parce qu'on peut faire ça à midi, on peut faire ça... La même scène aurait eu lieu à midi, elle m'aurait pas interpellé. Puis à midi, il y aurait eu 300 personnes sur la plage. Là, elle était toute seule, dans une lumière sublime. Et j'ai eu envie de voir le visage de cette femme. J'avais envie qu'elle me raconte, j'avais envie de lui dire qu'est-ce que vous foutez sur cette plage à cette heure-ci. Et en allant vers elle, d'un seul coup, je me suis dit, peut-être qu'elle vient voir son enfant, elle ne le voit pas souvent, qui est en pension, elle en profite le matin très tôt. Et au fur et à mesure que j'avançais vers elle, j'étais en train d'écrire l'histoire d'un homme et une femme. J'ai jamais vu le visage de cette femme. Je suis retourné à tout à l'heure dans ma voiture parce que je voulais noter tout ça. J'avais rien pour écrire. Je suis allé au bistrot de la gare de Deauville et on m'a filé un bout de papier, un crayon, et presque en 2 heures, j'ai écrit l'histoire d'un homme et une femme ce matin-là, en me disant, voilà, c'est un homme et une femme qui viennent voir leur enfant, qui sont dans une pension et qui vont... en plus, ils sont mariés tous les deux, ils sont veufs tous les deux. Est-ce qu'on a droit à une deuxième chance? Toutes les choses, les idées arrivaient à une vitesse absolument incroyable. Tout était parti de ce coucher de soleil. Et puis encore une fois, on n'explique pas les miracles. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de cet instant, tout a été très vite. J'ai écrit le film en 3 semaines. On l'a tourné en 3 semaines. On l'a monté en 3 semaines. Et en 8 jours, on était au Festival de Cannes. Voilà. Et puis après, voilà. Donc encore une fois, on ne peut pas expliquer les miracles. Voilà. Mais en tous les cas, les choses viennent comme ça, on ne sait pas. Et elles viennent souvent quand vous allez mal. C'est souvent quand on va très très mal que le soleil arrive. C'est toujours quand on est au fond du trou ou dans le tunnel que moi je sais que tous mes grands succès sont venus derrière des grands échecs. Et toutes les bonnes idées sont venues après des moments difficiles. C'est une bonne conclusion provisoire. Merci infiniment.